Ceci est la partie 2 du podcast sur la méthode du bullet journal. Si t'as pas écouté la première partie, c'est le podcast précédent, numéro 10. Et on va tout de suite continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Et on va commencer par la partie, en tout cas le chapitre qui s'appelle le chapitre migration. Donc juste pour résumer, donc le bullet journal, c'est un outil de découverte interne et d'approfondissage de sa propre conscience camouflé dans un outil de productivité. Parce que tu utilises un carnet en soi pour planifier ta vie, traquer ton passé et mettre de l'ordre dans ton présent, mais c'est aussi un outil que tu utilises beaucoup pour la réflexion. Et un des désavantages qu'on a vu la dernière fois avec cet outil, c'est l'aspect qu'il faut écrire à la main. Et du coup, quand tu changes de carnet ou que tu passes à un nouveau mois, par exemple, parce qu'il y a ce système d'organisation qui est divisé par jour, semaine, mois, année, eh ben, tu dois réécrire des choses. Et ça, c'est ce qui s'appelle la migration. C'est-à-dire le moment où tu dois réécrire des éléments, par exemple des tâches que tu as mis pour le mois d'avril, tu veux les réécrire dans mai, ou alors quand tu t'es créé une collection spéciale et que tu veux changer de carnet, il y a tout un principe un système de collection, création de collection. Donc c'est des espèces de double pages dédiées à une certaine catégorie de ta vie. Par exemple, là, tu vois, j'ai une collection qui s'appelle workout pour prise de masse, c'est à la page 32 de mon carnet et c'est une page où je traque tous mes workouts et où je mets aussi tous les exercices que je peux faire. C'est là que je crée mes entraînements quotidiens en fait. Donc tu as différentes collections comme ça et quand tu changes de carnet, ça s'appelle la migration. C'est le moment où tu dois faire migrer justement les catégories qui sont importantes que tu utilises toujours dans ce nouveau carnet. Et du coup, c'est quoi le bénéfice de ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on perdrait du temps à réécrire des choses? Est-ce que à nouveau, c'est pas une autre contrainte de laquelle on pourrait largement se passer si on utilisait des outils digitaux? Et l'idée, c'est que donc la migration, c'est réécrire à la main des tâches importantes. Et l'idée derrière ça, c'est que justement, l'avantage de ce système, c'est que c'est un système qui t'encourage à te réengager avec tes tâches. Il y a une phrase de Peter Drucker, qui est un célèbre manager ou en tout cas quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le management du temps et des personnes aux États-Unis, qui dit la phrase suivante: il n'y a rien de plus inutile que de faire très bien quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout. Il n'y a rien de plus inutile que de faire très bien quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout. Il y a vraiment cette idée que la productivité, c'est faire plus en travaillant sur moins de choses. Et du coup, tu vois, quand tu as un système comme ça à l'écrit où tu dois réécrire ou réimporter des catégories, parce qu'on a toujours tous des idées, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai plein d'idées de catégories, de choses que je voudrais traquer ou que je voudrais développer. Tu vois, là, par exemple, j'ai une catégorie page 26, trucs à faire pour le voyage au Portugal. Je pars au Portugal d'ici 2 semaines. Et donc, je me suis créé une collection pour noter mes idées là-dessus. J'ai une collection workout prise de masse, ok. J'ai une collection vacances de ski 2025. J'ai une question, j'ai une section méthode Kaizen. Tu vois, j'ai plein de collections comme ça. Mais l'idée, c'est que au fur et à mesure que tu découvres, tu as toujours cet enthousiasme en fait quand tu découvres une nouvelle idée. Mais cet enthousiasme, souvent, le temps va mettre à l'épreuve les idées. Et la migration, elle permet justement d'agir en tant que filtre. C'est-à-dire que vu qu'il y a cette énorme friction de devoir réécrire à chaque fois les choses, c'est un système qui t'engage à vraiment qui te pousse à te réengager avec tes idées et à te demander est-ce que c'est toujours pertinent. Et donc tu vois là, j'arrive à la fin quasiment de mon carnet, j'ai fait les 3/4 on va dire, les 2/3. Quand je changerai de nouveau carnet, il faudra que je prenne une décision. Est-ce que je réimporte cette collection ou non? Est-ce qu'elle m'a été utile ou non? Est-ce que je veux continuer, ou en tout cas est-ce que je veux continuer à lui donner vie, à lui donner une chance dans le prochain carnet, oui ou non? Donc tu vois, le désavantage se transforme en avantage en fait. Ce que tu n'es pas capable la pertinence des idées que tu collectes, que tu n'es pas encore capable d'évaluer, cette étape de migration et de réécriture, elle te permet de les évaluer. Et pareil, il y a une autre idée, c'est qu'à la fin de chaque année, systématiquement, Ryder Carroll t'encourage à changer de journal et du coup à mettre à l'épreuve tes collections, parce qu'il y a cette périodicité naturelle qui est déjà dans nos quotidiens, dans notre société, tu vois, semaine, mois, année. Et donc à la fin de chaque année, tu es encouragé à ouvrir un nouveau journal comme pour marquer un nouveau début en fait. Après, il y a tout un chapitre sur la réflexion. Et là, je vais te lire quelques notes que j'ai prises. Nos vies sont finies. Finies dans le sens, elles sont pas infinies, elles ont une durée limitée. Chaque décision a un impact sur ta vie. C'est souvent le manque d'attention qui est responsable de décisions qui pèsent dans ta vie. Beaucoup de mauvaises décisions naissent du manque de conscience de soi. On se fait attraper dans le tourbillon du faire et on oublie de se demander pourquoi est-ce qu'on le fait.
pour comprendre les grandes questions de la vie, comme par exemple, quel est mon but? Quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce que je suis censé accomplir? À quoi je veux que ressemble ma vie? Répondre à ces questions, ça peut être compliqué au départ, surtout quand on n'a pas l'habitude, surtout quand on a été habitué à vivre dans un quotidien sans arrêt bombardé de divertissements et sans arrêt perturbé, oui, sans place vraiment pour le silence et pour la réflexion. Pour comprendre les grandes questions, il faut commencer par se poser des petites questions, comme par exemple, pourquoi est-ce que je travaille sur ce projet? Pourquoi est-ce que je me sens stressé? Pourquoi est-ce que je suis curieux de ce sujet-là ou de cette thématique-là? Et tu vois, la pratique du bullet journal, elle t'invite à petit à petit, en te posant des questions, parce que c'est vraiment une démarche active qu'il faut avoir quand tu tiens un bullet journal comme ça, c'est une quête de sens en fait, c'est une habitude quotidienne, c'est presque une vision, une philosophie de vie que tu prends où tu priorises le sens de toute chose. Tu vois, par exemple, là je suis en train d'enregistrer ce podcast alors que je pourrais faire autre chose. Je pourrais passer du temps avec ma copine, je pourrais passer du temps avec ma chienne, je pourrais investir du temps dans d'autres choses, je pourrais lire un autre bouquin, mais pourquoi est-ce que je fais ce podcast? Parce que pour moi, c'est une question c'est ce qui me nourrit de consommer de l'information, de la distiller, de la repartager. Ça me nourrit en fait. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de créer, de retransmettre. Cet aspect de transmission, il est crucial pour moi. Et je sais que c'est important pour moi parce que c'est ce qui me permet de me sentir vivant, c'est ce qui me permet de sentir que j'apprends, que je contribue. C'est aussi en faisant ce podcast quelque part, je travaille aussi sur les idées que moi-même j'ai notées, donc ça me permet de mieux les comprendre. Donc il y a tout un aspect de développement et de croissance personnelle quelque part, tu vois. Et donc la réflexion dans le bullet journal, c'est vraiment quelque chose qui t'invite à prendre conscience que nos vies sont finies. Chaque décision qu'on prend, elle a un impact. Et souvent, c'est un manque d'attention qui est responsable de l'impact négatif des décisions qu'on prend. Et donc, il faut prendre l'habitude de pas se faire rattraper, de pas être en mode réactif, de pas être en mode pompier qui éteint les incendies, mais de se demander beaucoup plus souvent, avant de se lancer dans un projet, ou quand on est dans un projet et qu'on se demande s'il faudrait l'arrêter ou le continuer, de se demander pourquoi, quel est le sens de ça, pourquoi est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je continuerai de faire ça en fait. Poser ces questions, prendre une démarche active en fait dans sa vie. Donc la réflexion, pour terminer là-dessus, c'est une habitude de check-in intérieur où tu prends note de ton progrès, de tes responsabilités, de tes circonstances. C'est une habitude qui te permet de sortir du mode autopilote, c'est-à-dire que tu mets ta vie en pause, tu stoppes tes notifications, tu fermes ton téléphone, tu dis aux gens autour de toi que tu vas prendre 5 ou 10 minutes pour toi, et ça te permet tu analyses ta vie et tu vois mieux ça te permet de faire un meilleur tri en fait. Ça te permet de te demander, est-ce que je travaille sur les bons problèmes? Est-ce que je travaille sur les bons projets? Est-ce que si je continue à travailler sur ce projet, je vais arriver dans une situation, dans une posture qui ferait du sens pour moi en fait. La réflexion t'aide à identifier ce qui te nourrit pour prendre les meilleures décisions pour ta prochaine saison de vie. Et tu vois, ça c'est super intéressant aussi parce qu'il y a vraiment cette idée de nos vies sont pas tout le temps pareilles. Nos vies, il y a des saisons dans la vie. Et dans chaque nouvelle saison, nos besoins changent parce qu'on évolue en tant que personne, on grandit, on mûrit, nos désirs changent, nos aspirations changent. Et donc, par définition, vu que nos envies, vu que nous on change, il faut que notre définition du sens s'adapte à ce changement. Parce que si on bouge, si nos aspirations bougent, mais qu'on reste sans arrêt accroché aveuglément au passé, on se force à maintenir des croyances qui ont expiré quelque part. Un peu comme des aliments qui ont expiré parce que la date de péremption est passée. Et c'est pareil sur nos croyances, sur nos aspirations. Si on les met pas régulièrement à jour, ou si on prend pas le temps de se poser régulièrement pour se demander, attends, ça je le voulais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 22 ans. Est-ce que c'est toujours quelque chose que je veux aujourd'hui alors que j'approche de la trentaine? C'est dangereux parce que
on peut rester longtemps coincé comme ça dans des phases où on se bat, ou en tout cas on travaille vers un objectif qui au final nous parle pas vraiment, juste parce qu'on n'a pas pris le temps de le réévaluer. Et donc à nouveau là, si tu te demandes comment on fait concrètement, c'est très simple, c'est cette réflexion du jour et du soir. Donc tu as une réflexion typiquement le matin où tu prends 5 minutes pour te demander voilà, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui dans ma journée. Et puis tu as une réflexion du soir où tu te demandes pourquoi, quelle est ma priorité, pourquoi ça a été important, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui, etc. Et l'idée c'est que vraiment tu priorises la quête du sens comme une recherche quotidienne. Ça devient plus un truc que tu fais, tu vois. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui, une fois par an ou 2 fois par an, elles prennent des vacances et c'est là qu'elles prennent du recul sur ce qu'elles font, etc. Et elles se disent, est-ce que ma vie me convient, etc. Mais là, tu switches sur une démarche ou sur une fréquence de 1 fois par an à une fréquence de 1 fois par jour, en fait. L'autre fois, il y a une semaine, on a été à un séminaire sur la méditation et là, c'était présenté par une Australienne qui habitait à Geelong. Ça m'a fait rigoler parce que si tu me connais, si tu me suis pas depuis longtemps, tu sais peut-être pas, mais moi j'ai voyagé en Australie quand j'ai eu 20 ans. Pendant 1 an, j'ai voyagé en Australie et donc c'est un pays qui a sa signification pour moi. Et donc cette dame venait d'Australie ici à Bratislava, donc ça m'a fait rigoler. Et elle a présenté la méditation comme quelque chose. Elle l'a présenté d'une manière qui m'a permis de vraiment comprendre les bénéfices de méditer tous les jours pour la première fois. Et au lieu d'utiliser des termes vraiment perchés, se connecter à son soi supérieur, faire un avec l'univers, etc., elle disait qu'en fait la méditation, c'est un peu comme investir de l'argent. La méditation, c'est une pratique qui te permet, quand tu investis tous les jours, de gagner de la paix intérieure, et que petit à petit, le premier jour, tu vas gagner un tout petit peu de paix, et que pendant que la journée va passer, que voilà, il va y avoir le stress du quotidien qui va se déverser sur toi, etc. Le stress, la paix intérieure va se réduire, mais à la fin de la journée, tu auras toujours un petit peu plus de paix intérieure que la veille, que la veille quand tu as démarré ta journée. Et du coup, c'est cet effet boule de neige, en fait, c'est le concept des intérêts composés. Elle dit la seule règle, par contre, c'est de continuer à investir tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, continue à faire ta méditation. Que ce soit 5, 10, 15, 20 minutes, plus tu as de temps, mieux c'est. Mais la seule règle à ne pas casser, comme dirait Charlie Munger pour les investissements, c'est de ne jamais stopper les effets cumulés pour rien, inutilement. De ne jamais stopper le compounding, en fait. Et dans ce sens, la pratique du journaling, à mon avis, c'est la même chose. Tu peux le faire un tout petit peu tous les jours. Et un tout petit peu tous les jours, en ayant cette pratique de quête de sens, c'est ce qui te permet à long terme d'avoir cette conscience de soi beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée, beaucoup plus fine en fait. Par rapport à la version de toi qui s'oriente et qui réagit juste dans la vie sans vraiment se demander quel est le sens de tout ça pour moi. Après, il y a une partie sur comment savoir ce qui a du sens pour nous. Et là, Ryder Carroll nous dit quand quelque chose a du sens pour toi, quand quelque chose attire ton intérêt ou ta curiosité, tu le sais, ça se révèle à toi-même en fait. On a tous un mécanisme pour voir le sens et on a tous un mécanisme pour sentir le sens. Et ce mécanisme, c'est quoi ? C'est la curiosité. La question c'est, est-ce que tu te donnes l'espace et le temps de savoir ce qui te rend curieux ? Parce que être sensible à cette curiosité, c'est surtout quand t'as pas ce réflexe, ou en tout cas quand c'est pas une habitude. À nouveau, c'est comme écouter une petite voix qui chuchote alors que toi, tu es dans une boîte de nuit avec des basses à 30 kilowatts, tu vois. Il faut travailler cette capacité à écouter sa curiosité. Et le bullet journal, ou en tout cas cette pratique de réflexion quotidienne, c'est ce qui permet de faire ça. Après, il y a toute une partie sur les objectifs. Je vais pas trop rentrer en détail parce que il détaille vraiment comment se fixer un objectif, le décomposer en sprint et puis en tâches. Mais il y a une idée que je trouve vraiment intéressante. C'est quand il définit les objectifs en fait. Tu sais, moi je suis un grand avocat de connaître la définition des mots pour mieux comprendre leur sens et pour qu'ils aient plus d'impact. Je parle souvent de cette histoire du bassiste qui était déjà bon, mais le jour où il a regardé la définition du mot basse et qu'il a compris son rôle dans le groupe de musique, c'est là qu'il a commencé vraiment à jouer, mais comme un virtuose en fait, parce qu'il a lu dans la définition du dictionnaire que la basse c'était quoi ? C'était la base, c'était la fondation. Et donc il a compris que dans le groupe, son rôle, le rôle de l'instrument qu'il jouait, c'était d'être la fondation de tous les autres instruments. Et
Et donc Lara Ryder Carroll, pour la définition de l'objectif, lui, il dit qu'un objectif, c'est quoi? Les objectifs doivent servir à poursuivre notre curiosité. C'est-à-dire que toi, tu as des intérêts. Quand tu commences à écouter ta curiosité va t'amener, va te dire, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de tester la guitare, j'ai envie de faire ce podcast, j'ai envie de me mettre à écrire des articles, j'ai envie de essayer, je sais pas moi, la plongée, etc. Tu vas commencer à écouter ta curiosité. Et les objectifs, ils devraient pas te servir à poursuivre des éléments qui sont définis par l'extérieur, à savoir par la société, tu vois, par exemple, typiquement, un exemple typique d'objectif réactionnaire ou extérieur, de copier les autres, c'est, voilà, je veux monter un business en ligne, je veux devenir millionnaire à 30 ans, je veux prendre ma retraite à 40 ans. Tu vois, ça, c'est des objectifs qui sont réactionnaires parce que c'est des objectifs qui sont projetés ou en tout cas qui sont dispersés par une petite partie de la population ou certaines personnes. Et le problème avec ces objectifs, c'est que quand tu les prends comme argent comptant sans vraiment te demander pourquoi ou quel est le sens, tu seras pas satisfait une fois que tu les auras accomplis. Et c'est ce phénomène dont on entend parler toujours dans tous les podcasts quand il s'agit de success story ou quoi, c'est que les mecs ils poursuivent pendant des années quelque chose qu'ils pensaient vouloir atteindre et le jour où ils l'atteignent, ils se rendent compte que le moment de gloire il dure 2 secondes et après c'est la remise en question totale, c'est la grande crise. Donc au lieu de ça, mieux vaut se fixer des objectifs, ou en tout cas ça a beaucoup plus de sens de se fixer des objectifs en les voyant comme un moyen, un véhicule de poursuivre notre propre curiosité. Si tu veux vraiment devenir millionnaire à 30 ans, par exemple, il donne l'exemple dans le livre, mais c'est millionnaire à 30 ans. Ok, mais pourquoi millionnaire en fait? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que la personne de qui tu as sans doute regardé la vidéo sur YouTube, tu vois, qui dit ouais, je veux être millionnaire à 30 ans, il avait ses propres raisons. Mais toi, qu'est-ce que ça te permettrait d'atteindre? Est-ce que ça te permettrait de garantir la sécurité de ta famille, une bonne éducation à tes enfants? Est-ce que ça te permettrait de faire le tour du monde dont tu as toujours rêvé? Est-ce que ça te permettrait d'investir, je sais pas moi, dans une société dans une non-profit, une société de bénévolat? Quelle est ta définition du succès en fait? Et donc c'est vraiment important de clarifier ça et de pas se fixer un objectif, ou en tout cas de pas poursuivre un objectif tant qu'il n'est pas intentionnel, c'est-à-dire qui est riche en substance pour nous et dont on sait le pourquoi en fait. Et une fois que tu as toute une partie dans le bouquin qui parle de ça, et pourquoi c'est important qu'un objectif ait du sens, c'est parce que c'est ce qui te permet c'est ce qui donne de l'endurance en fait à ton objectif. C'est-à-dire que si tu te fixes des objectifs qui sont grands et ambitieux, il y a des fortes chances que tu les accomplisses pas en 1 semaine ou en 2 semaines. Et donc tu vas avoir besoin d'être endurant. Tu vas avoir besoin de tenir sur la durée. Et qu'est-ce qui te fait tenir sur la durée? C'est d'avoir un pourquoi qui est fort. C'est d'avoir une conviction forte. C'est d'avoir ce drive intérieur que tu sais pourquoi est-ce que tu poursuis cet objectif. Le sens te permet de résoudre l'endurance parce que ça te permet de dévier les distractions, ça te permet de pas céder aux excuses et aux doutes et tu fais ça comment? Tu fais ça en clarifiant le pourquoi. Donc typiquement, un truc tout simple, c'est quand tu te fixes un objectif, demande-toi pourquoi. Et il y a une technique vraiment super efficace pour ça, c'est demande-toi 5 fois pourquoi. Donc prenons un exemple. Tu veux te fixer l'objectif de créer le podcast, de lancer un podcast, imaginons. Lancer un podcast, je sais pas moi, sur, imaginons un exemple à la con, mais le jardinage. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi est-ce que je veux lancer un objectif sur le jardinage? Parce que le jardinage, ça m'a toujours passionné et que c'est ce qui me permet aussi de décrocher pendant mes journées après le travail. Ok, pourquoi? Parce que ça me permet de me lier avec la nature, ça me permet de rentrer dans une espèce d'état de méditation et en même temps le podcast ça me permet de partager cette joie avec d'autres personnes. Ok, pourquoi? Parce que pour moi partager la joie de la connexion de la nature avec d'autres personnes, c'est vraiment ça qui me remplit, qui me donne de la joie. Ok, pourquoi? Parce que une de mes valeurs principales c'est d'être présent et d'admirer la beauté de la nature et de voir la beauté dans toute chose, tu vois. Et donc tu passes de l'objectif de créer un podcast à quelque chose de vachement plus profond qui va jusqu'à quelle est ta philosophie ou quelle est ta perception, ta conception de la beauté même en fait. Et donc quand tu as clarifié ça,
Le jour où tu as des distractions, où t'as le choix entre regarder TikTok et enregistrer ton podcast, si tu as ça qui est au clair, idéalement sur papier ou j'en sais rien, peut-être même juste dans ta tête, une fois que tu l'as clarifié, ça suffit, et ben tu auras beaucoup moins de chances de procrastiner parce que tu sauras pourquoi tu fais ça en fait. Une autre partie que j'ai beaucoup aimé dans le bouquin, c'est qu'il reprend souvent des outils, ou en tout cas des concepts japonais, notamment sur toute la partie productivité, se fixer des objectifs. Et à un moment, il y a toute cette partie sur le Kaizen. Donc si tu sais pas ce que c'est, Kaizen, ça veut dire c'est l'amélioration perpétuelle. En fait, Kai, c'est changement et Zen, c'est bon. Donc Kaizen, le bon changement, c'est-à-dire l'amélioration perpétuelle. Et c'est un concept qui est beaucoup utilisé dans dans l'industrie et dans la qualité industrielle. Moi, c'est justement les études que j'ai fait. Et dans le management visuel de la qualité et le management de la qualité, c'est-à-dire comment est-ce que tu t'assures que les produits sont conformes et répondent aux exigences, eh ben, tu as plein d'outils comme ça qui nous viennent du Japon, comme le Kaizen, donc cette amélioration perpétuelle et continue. Et donc Ryder Carroll, dans son approche du bullet journal, il nous parle de vraiment de la pertinence d'adopter cet état d'esprit de changement petit, microscopique changement, mais tous les jours. Contrairement à la disruption qui aujourd'hui est glorifiée, tu vois, aujourd'hui faire le buzz, disrupter, c'est des termes qui ont vraiment le vent en poupe, notamment dans le domaine des startups. Kaizen, c'est tout l'inverse de ça. Kaizen, c'est poser des petites questions. C'est se demander à la fin de chaque journée, ou à la fin de chaque sprint, ou à la fin de chaque objectif, ou à la fin de chaque tâche, quel micro-élément puis-je changer la prochaine fois? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Tu vois? C'est vraiment cette idée de se poser mais des toutes petites questions, comme par exemple, bah là, je vais terminer mon podcast et à la fin, je pourrais me demander qu'est-ce que je pourrais améliorer. Bon, bah clairement, tout mon setup audio, il aurait besoin d'une bonne grosse update, tu vois. Donc, acheter un nouveau micro. Qu'est-ce que je pourrais améliorer encore? Je pourrais, par exemple, m'assurer que j'ai bien dormi la veille. Là, je suis un peu crevé, ça s'entend peut-être pas, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile pour moi de formuler des idées. Mais tu vois, quand tu adoptes en fait et c'est vraiment un état d'esprit, quand tu adoptes cet état d'esprit d'améliorer un tout petit peu ce que tu fais tous les jours, plutôt que de chercher la méga grosse disruption, c'est contre-intuitif, mais ça reprend cette idée des intérêts composés dont on a parlé tout à l'heure pour la méditation ou alors pour l'investissement en bourse ou quoi. Tu vois, quand tu investis en bourse, tu veux pas investir une méga somme sur une action et faire un x10 en une semaine. Tu veux investir constamment tous les mois pendant une longue période. Et c'est comme à moins que tu veux, sauf si tu veux pas en faire, sauf si tu veux en faire ton métier et que là, je sais pas, tu veux devenir trader ou quoi. Mais si tu veux investir de manière passive à long terme et avoir des résultats quasi garantis, eh ben, tu dois investir pendant longtemps des petites sommes, même quand le tout se crache, tu dois continuer à investir parce que sur le long terme, tu sais que tu gagnes. Après, ça dépend, il faut aussi bien choisir dans quoi tu investis. Moi, je suis pas le meilleur conseiller pour ça, mais on retrouve cette idée de un petit peu tous les jours en fait. Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu peux appliquer ça? Eh ben, simplement en te posant des micro-questions tous les jours pour clarifier, par exemple, les étapes d'un projet, tu vois. Par exemple, concrètement, qu'est-ce que je veux faire actuellement? Tu vois, quel projet est-ce que tu veux lancer? Sur quoi est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce qui attire ta curiosité? Une fois que tu as clarifié ça, tu te demandes, ok, pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et tu te demandes 5 pourquoi. Tu vois, tu fais la liste des 5 P, 5 pourquoi. Ensuite, tu te demandes, ok, comment démarrer simplement? Donc, tu vois, le pouvoir que peuvent avoir les petites questions, parce que en fait, les questions, elles dirigent ton attention. Ton attention, si je devais faire une image, c'est un peu comme, si tu fais de la vidéo, tu dois sans doute connaître, mais dans la vidéo, tu as ce qui s'appelle la lumière clé, c'est la key light, c'est la lumière principale que tu utilises pour t'éclairer. Et la lumière principale, généralement, donc c'est une lumière, une ampoule assez forte, mais devant on met ce qui s'appelle un diffuseur, ce qui permet de rendre la lumière douce et ce qui permet de ne pas avoir des ombres comme ça hyper coupées, hyper tranchantes. Et bien notre attention c'est un peu la même chose. Notre attention, quand elle n'est pas focalisée, c'est un peu comme cette lumière qui enrobe toute la pièce. Mais une question permet de focaliser la lumière. C'est comme si tu rétrécissais les bords de la lumière pour la diriger presque comme un rayon laser sur un aspect. Et les questions, elles te permettent de faire ça. Et donc, en te posant des micro-questions,
comme par exemple comment est-ce que je pourrais un tout petit peu améliorer ce que je viens de faire, tu adoptes cette philosophie du Kaizen et tous les jours tu t'améliores en fait. Tous les jours tu as moyen d'améliorer un tout petit peu ce que tu fais. Un exercice super concret, si tu veux rentrer vraiment dans le concret, moi c'est ce que je t'invite à faire. J'essaie de rendre tout ça concret. Après moi je veux t'inviter aussi à t'inspirer à lire le bouquin parce que c'est tellement riche. D'ailleurs il existe en français. Tu auras un lien dans la description du podcast. Il te suffit de cliquer sur les notes du podcast pour tomber sur le lien sur Amazon. Donc c'est un lien affilié vers le bouquin en français. Si tu le prends, ça supportera directement le podcast. Mais là, pour te donner un exercice super pratique auquel j'avais pas pensé, mais qui fait ultra sens, c'est l'exercice des meilleures journées. Pour vraiment commencer à en tout cas avoir un avant-goût hyper concret de la puissance du Kaizen. Et l'exercice des meilleures journées, ça consiste en fait à te dire que peu importe où tu es dans ta vie, même si tu es au plus bas, même si tu es dans une situation pourrie, ou au contraire, si tout va bien, tu as toujours le choix en fait. Tu as toujours le choix. Soit tu peux te focaliser sur ce que tu ne peux pas faire, sur comment la vie est naze et comment t'as pas de chance, etc. Soit tu peux te focaliser sur ce que tu peux faire. Et du coup, il y a un défi que tu peux te poser pour vraiment commencer à implémenter et avoir commencer à toucher du doigt cette idée du Kaizen. C'est de te dire, ok, tu vas prendre les 28 prochains jours, donc idéalement, tu peux attendre le début du mois prochain, ou alors tu commences maintenant et tu te dis, dans 28 jours, je fais une espèce de review, et tu as 28 jours. Et du coup, tous les jours, tous les matins, tu vas te poser une simple question, où tu vas te demander, quelle micro-chose je peux faire aujourd'hui qui rendrait ma vie un tout petit peu meilleure. Et ça peut être par exemple, prendre un autre chemin au travail. Ça peut être par exemple, tu sais quoi, je vais faire le tri dans mes caleçons. J'ai plein de chaussettes et de caleçons qui sont troués. Je vais faire le tri, je vais virer les caleçons et les chaussettes qui sont troués. Une autre idée, ça pourrait être, tous les jours, je vais ranger un tiroir dans ma maison. Et imagine que tu fais ça pendant 28 jours. Pendant 28 jours, au bout de 28 jours, tu auras amélioré 28 petites choses. Et peu importe de où tu pars, au bout de 28 jours, tu auras 28 raisons de plus pour lesquelles ta vie sera meilleure. Tu vois la puissance de ce concept? Moi, je trouve ça juste dingue en fait. Donc c'est vraiment un exercice que tu peux faire et t'as pas besoin de planifier les 28 choses directes. Tu peux te demander tout simplement tous les jours, tous les matins, comment est-ce que je peux rendre ma vie meilleure? Et ça peut être appeler telle personne, ça peut être se faire plaisir, tu vois, s'acheter une barre de chocolat aujourd'hui. Ça peut être faire des petits travaux dans ta maison. Ça peut être ranger telle ou telle partie. Ça peut être regarder une vidéo sur un sujet qui t'intéresse, sur lequel tu veux te former depuis longtemps. Mais une petite chose par jour pour se prouver la force et la puissance que peut avoir cette philosophie de micro-amélioration quotidienne. Après je passe rapidement sur d'autres concepts. Ce bouquin est vraiment super riche. Il y a plein de concepts que je t'invite vraiment à lire. Je peux que te recommander d'acheter le bouquin. À nouveau, c'est la méthode Bullet Journal par Ryder Carroll. Tu as le lien sur Amazon en description du podcast. Et à un moment, tu as un chapitre sur le temps. Donc on l'a vu dans le premier épisode, le temps et l'énergie sont nos ressources les plus limitées et donc ce sont les ressources les plus précieuses. Une petite citation de Abraham Lincoln: ce ne sont pas les années de ta vie, mais la vie dans tes années qui compte. On ne peut pas créer plus de temps. Par contre, on peut augmenter la qualité du temps qu'on passe. Comment? En passant plus de temps, en tout cas en étant beaucoup plus présent, en étant beaucoup plus dans le flow, en faisant en sorte de faire des activités qui nous apportent du sens. Et c'est tout l'objectif et la mission du Bullet Journal finalement. C'est comment passer plus de temps dans des choses qui ont du sens pour nous et moins de temps dans des choses qui n'en ont pas. Après, il y a tout un set d'outils et de conseils sur la productivité, comme par exemple faire tout ce qui est le plus chiant en premier dans ta journée, comme par exemple faire du time boxing, donc vraiment se dédier des petites fenêtres de temps spécifiques et finies pour certaines tâches, notamment les tâches chiantes, comme par exemple aujourd'hui je dois faire ma compta, je sais que je vais le faire en 1 heure et après ce sera plié, tu vois. Mais toujours sur ce chapitre du temps, il y a un concept qui m'a assez retourné l'esprit. Je l'avais déjà entendu plusieurs fois et ça va pas être nouveau pour toi, mais c'est cette idée que donc c'est le memento mori, donc le fait que de se rappeler de la puissance de se rappeler tous les jours à quel point nos vies sont finies. Et moi, ça n'avait pas eu d'impact
quand je le gardais juste pour moi, tu vois, j'avais déjà entendu cette idée de oui, souviens-toi que tu vas mourir, médite sur ta propre mort, que voilà, un jour tu vas mourir, souviens-toi de ta propre finitude quelque part. Mais ça avait jamais eu cet impact en fait pour moi. J'ai pas vu un changement radical de qualité. Par contre, là où où ça m'a fait un énorme déclic, c'est c'est quand dans le bouquin il le présente plus comme un outil qui peut te permettre d'améliorer ta relation aux autres. Et donc c'est cette idée de dire que euh, ton temps gagne en qualité quand tu te rappelles qu'il est limité et que celui des autres est limité. Et donc par exemple, souviens-toi de l'impermanence de la vie des gens avec qui tu passes le plus de temps. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé normalement dans ma relation, parce que d'habitude le matin, moi je me lève, je suis toujours un peu grincheux, tu vois, ça me demande toujours du temps de sortir un peu de ma phase, j'ai besoin de mon temps, etc. Et des fois, je peux être un peu, ouais, un peu désagréable, tu vois, un peu comme ça expéditif, surtout comme aujourd'hui, comme les jours aujourd'hui où j'ai pas beaucoup dormi. Mais utiliser ce concept du memento mori envers les autres, donc par exemple ma copine ou ma chienne, par exemple des fois ma chienne, donc on a un chien, je la promène et des fois elle fait des trucs qui me déplaisent, elle m'obéit pas, je l'appelle 4 fois, je lui dis de venir au pied, elle vient pas, il faut toujours lui dire les trucs 4 fois, etc. Et ça a tendance à me frustrer. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien le contrôle, j'aime bien avoir la maîtrise sur les choses, et les jours comme ça où j'ai pas bien dormi, ma patience est limitée. Mais ce bouquin, en tout cas ce passage m'a fait me rappeler, ok, ta chienne un jour va mourir. Ah, profite de sa présence là. Là, elle t'écoute pas, etc. Ok, c'est pas grave, tu vois. Tu sais que des fois, des jours, elle est plus à l'écoute, d'autres jours non. Elle a besoin de se dépenser, elle a besoin de courir. Quand elle a mangé ou alors quand elle est pleine d'énergie, elle écoute beaucoup moins. Donc voilà, prends les choses de manière cool, sois plus patient, tu vois. Ça me permet vraiment d'être plus patient, plus gentil, plus tolérant, plus empathique, de regarder les autres, de regarder tes relations et souviens-toi que la personne en face de toi un jour mourra. Et ce qui est dingue, c'est que c'est aussi bien pour le bon que pour le mauvais, parce que quelqu'un qui te veut du mal ou quelqu'un qui te respecte pas ou quoi, bah tu sais que t'as besoin de te charger de rien quelque part, tu vois. Le c'est un peu sombre ce que je suis en train de dire là, parce qu'en gros je suis en train de dire ouais bah tu sais que la personne un jour va mourir, mais c'est vrai, c'est le cas pour nous tous. Mais donc quelque part tu vois ça te permet de juste prendre du recul et de prendre les choses avec plus de légèreté et de te dire peu importe qui arrive, c'est ok, tu vois. Et pour les gens, pour les relations que j'ai envie de chérir, mais où parfois, voilà, mon manque de patience, mes humeurs, etc., m'empêchent de vraiment contempler et apprécier pleinement ces relations. Souviens-toi que, c'est pas pour toujours en fait. Donc mets ta petite personnalité grincheuse et calimérienne de côté et apprécie. Et ça joue le trick pour moi. Ça a fonctionné pour moi. Après, il y a tout un chapitre sur le contrôle. Je vais essayer de passer aussi rapidement parce que ça aussi c'est super intéressant. Il y a cette phrase de Reynold Nebor. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer, et la sagesse de différencier les deux. Plus tu essayes de contrôler les autres, plus tu t'épuises. Donc la seule chose sur laquelle tu as le contrôle, la seule chose sur laquelle tu es libre, c'est de la manière dont tu choisis d'agir. Après, il y a aussi cette idée que j'aime beaucoup, c'est que l'inquiétude n'est pas nécessaire. L'inquiétude, c'est un mécanisme un petit peu par défaut qui s'instaure, je pense, qu'on a hérité de notre passé animal, hein, et de nos ancêtres. C'est une forme de stress qui n'a pas pu être exprimé ou qui n'a pas pu être déchaîné, soit dans la fuite, soit tu sais, c'est le fight or flight mode, quoi. C'est soit tu fuis, soit tu te bats, en fait. Et l'inquiétude, c'est une espèce d'émotion qui a besoin de sortir, qui n'a pas pu être catalysée, en tout cas qui n'a pas pu s'exprimer pleinement, soit dans un mécanisme de fuite, soit dans un mécanisme de combat. Mais comprendre en fait que l'inquiétude, c'est une émotion qui n'est pas du tout nécessaire. C'est une émotion qui utilise ton énergie inutilement. Il y a cette célèbre phrase du Dalai Lama: si un problème peut être résolu, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. S'il n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. Donc quand tu sens de l'inquiétude, utilise le bullet journal pour te demander pourquoi est-ce que je suis inquiet, peut-être pour tu vois,
imaginer un ou deux scénarios, clarifier quelle est ton inquiétude. Souvent, le stress, c'est une inquiétude qui est non clarifiée. Le stress, c'est une forme de peur qui n'a pas été clarifiée. Quand tu le clarifies et que tu clarifies quelles sont tes options, souvent ça te débarrasse de ce stress parce que tu sais que ok, cet élément-là, il a été mis sous lumière. Donc le bullet journal, ça peut t'aider aussi beaucoup à faire ça. Mais tu vois, cette idée que l'inquiétude, c'est vraiment une émotion qui est inutile. Soit tu le clarifies, soit tu passes à l'action, soit t'as pas de contrôle dessus et dans ce cas-là, s'inquiéter n'y changera rien. Après ouais, ça aussi, il y a tout un chapitre sur ce qui s'appelle la radiance et ça aussi, ça m'a beaucoup fait remettre en question ou en tout cas, ça m'a fait beaucoup repenser ce que j'aimais, comment je me comporte et comment ça influence les autres, que je le veuille ou non. Et donc c'est cette idée que donc c'est le chapitre radiance et c'est cette idée que ton comportement, ce que tu aimais, influence fortement les autres, forcément les autres. Ta négativité, ta colère, ton manque d'enthousiasme, ça impacte les autres. Ta bonne humeur, il y a cette phrase de Ryder Carroll, il dit ta mauvaise humeur quand tu reviens du travail et que tu es de mauvaise humeur et que quelqu'un t'a fait chier et que tu décides d'afficher ça ou que tu décides de ne pas dealer avec ça, eh ben elle te revient au dessert sous la forme que ta partenaire, eh ben elle va voir que tu fais la gueule, elle va aussi te faire la gueule. Donc en fait, si tu vois que les personnes se comportent de manière désagréable avec toi te transmettre de la mauvaise énergie, ça vaut le coup de se poser la question, attends, dans quelle mesure est-ce que moi je leur ai pas transmis ça? Ta mauvaise humeur te revient au dessert en fait. Et du coup, l'idée qui ressort de ça, c'est que c'est vraiment de notre responsabilité d'adresser nos failles et nos points faibles. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on vit en communauté, parce qu'on vit avec des personnes en fait. On influence les autres, qu'on le veuille ou non. Et il y a ce super schéma, ça va être difficile de te l'expliquer comme ça en podcast, mais que t'as une action, donc imagine un point, t'as une action, et cette action, c'est un peu comme quand tu jettes un caillou dans un lac. Donc l'impact du caillou dans l'eau, c'est ton action, et autour de ça, il va y avoir ces espèces de reflets, en tout cas ces répercussions, cette radiance, qui va être l'impact de tes actions sur les gens autour de toi. Et l'idée, c'est que par tes actions positives ou négatives, tu vas influencer les autres, mais les autres vont aussi, de par tes actions, influencer les autres personnes autour d'elles, tu vois. Un exemple très concret, que tu as déjà sans doute entendre partout, mais hier, par exemple, ma collègue, ou alors ce matin, ma copine allait au travail, et elle était vraiment ravissante. Elle avait une superbe robe comme ça, rose, très très élégante, très féminine, très très gracieuse. Et tu vois, c'est facile au bout d'un moment d'oublier de dire ce genre de choses parce que vous fréquentez, etc. Mais je me suis dit non, il faut que je lui dise parce que vraiment elle est très belle. Et je dis chérie, t'es vraiment très belle aujourd'hui, cette robe te va très bien. Et je sais que ça va l'impacter de manière positive, que ça va lui donner de la joie et que cette joie, elle va pouvoir elle aussi la véhiculer au travail. Et peut-être elle à son tour complimenter quelqu'un au travail. Et tu vois comment mon action à moi va quelque part impacter beaucoup plus loin que ce que je peux imaginer d'autres personnes en fait dans leur quotidien, des gens au travail de ma copine qui eux aussi vont du coup recommuniquer ça ce soir au dessert avec leur famille, avec leurs enfants. Donc il y a vraiment cette idée que tu as un impact direct sur les autres et que tu le veuilles ou non en fait. Et donc fais extrêmement attention à comment est-ce que tu influences les autres parce que tu le veuilles ou non, tu as une influence en fait. Et le nier, c'est nier le fonctionnement de la nature, c'est nier la physique presque des choses, que action, réaction, que tu le veuilles ou non, que tu le perçoives ou non aussi. Le corollaire de cette idée, c'est que la radiance des autres a aussi un impact sur toi. Donc, tu vois, tu peux être hautement impacté par la manière dont les autres se comportent avec toi. D'où l'importance de refléter, et ça c'est un exercice qui est à nouveau donné dans le bullet journal que Ryder Carroll donne, mais de refléter régulièrement sur tes discussions et sur tes relations. Et que c'est une bonne idée de te poser régulièrement des questions pour articuler ce que telle ou telle relation t'apporte. Par exemple, tu peux te demander à la fin de chaque discussion, qu'est-ce que tu as appris de cette discussion sur l'autre personne? Est-ce que tu te sens énergisé ou est-ce que tu te sens épuisé quand tu parles à telle personne? Est-ce que telle ou telle personne te pousse vers le haut ou te tire vers le bas? Tu vois? Parce que de la même manière que toi tu influences les autres, obligatoirement, les autres obligatoirement t'influencent. Tu peux te dire que tu te blindes,
que tu te rends imperméable, etc. Mais d'une part, ce serait se couper de la vie. Et il y a cette idée, je fais le lien avec ce que dit David Deida dans son bouquin sur la voie de l'homme supérieur. Je crois que c'est l'épisode 3 ou 4 du podcast, mais il dit « Mieux vaut vivre avec un cœur blessé, mais avec un cœur ouvert, que de se renfermer. » Il n'y a rien de pire que de vivre avec le cœur fermé, parce que tu expérimentes rien du tout, en fait. Et ça, c'est la mort de l'âme. Donc mieux vaut souffrir et avoir le cœur ouvert aux expériences de la vie, plutôt que de le refermer. Mais donc tu es constamment ouvert, en fait. Et du coup, il faut aussi que tu évalues quel est l'impact des autres sur toi. Tu peux pas constamment accepter les autres si tu as des gens qui t'influencent de manière négative sans rien faire. Il faut que tu réagisses, il faut que tu sois conscient de l'effet ou de l'impact qu'ont les autres. On revient sur cette phrase qui est connue, mais que les 5 personnes les plus autour de toi, que tu fréquentes le plus, t'influencent énormément, tu vois. Donc, sois conscient de ça et reflète régulièrement sur tes relations. Est-ce que c'est des relations qui te tirent vers le haut? Est-ce que c'est des relations qui t'apprennent des choses? Est-ce que c'est des relations ou des discussions desquelles tu sors énergisé, etc. Après, il y a tout un chapitre sur l'endurance qui remet encore, mais c'est ce thème récurrent de savoir le pourquoi. Si tu sais le pourquoi, tu peux vivre tous les quoi. Citation de Friedrich Nietzsche. Si tu sais le pourquoi, tu peux vivre au travers de tous les quoi. Ça, c'est super intéressant parce que ça fait écho avec une phrase que ma thérapeute m'a dit il y a une semaine. Elle m'a dit un truc, je fais une parenthèse totale là, tu vois, mais je vais pas rentrer dans le détail, mais elle m'a dit, en fait, qu'il y a un truc qu'il faut capter, c'est que peu importe le contexte dans lequel tu es, que tu vives en Slovaquie, en France, que tu aies ce job ou un autre, que tu sois dans telle relation ou dans telle autre, que tu aies tant d'argent ou une autre somme, peu importe le contexte, dans chaque contexte, tu seras amené à résoudre le même problème, tu vois. C'est-à-dire que peu importe que tu vives en France ou en Slovaquie, tu auras toujours les mêmes problèmes que tu devras résoudre. Donc c'est pas tant le quoi, mais le pourquoi qui se répète. Et donc là, on revient sur cette citation de Friedrich Nietzsche, mais si tu sais le pourquoi, tu peux vivre au travers de tous les quoi. Donc quelque part, en fait, c'est cette idée de dire si tu sais quel est le sens derrière les choses que tu fais, tu peux le vivre au travers de n'importe quelle chose, tu vois. Si tu sais ce qui te drive, tu vois, si par exemple, moi je sais que ce qui me drive, c'est on va prendre un exemple bête, mais c'est d'apprendre et de retransmettre. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre la forme du podcast, mais ça peut aussi prendre la forme de jouer avec un enfant, en fait. Par exemple, tu vois, il y a 2 jours, le week-end dernier, on était chez des amis et ils avaient une petite fille de 6 mois qui savait pas encore se lever et s'asseoir, elle était sur son ventre. Et donc moi, j'imitais en fait le mouvement, en tout cas je simulais le mouvement de passer de la position sur le ventre à assise pour la pousser à apprendre, en fait. Et c'est le même mécanisme d'aider quelqu'un à avancer dans la vie en lui transmettant des éléments concrets, des choses tangibles. Et donc là, je lui montrais, tu vois, comment est-ce qu'elle pouvait s'asseoir. Et elle commençait à bouger des muscles, elle commençait à capter les patterns. Et ça m'a donné une joie profonde. Donc quand tu comprends le pourquoi, tu peux exercer n'importe quel type de quoi, en fait. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a une autre phrase très impactante. Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le top de tout, mais ils tirent le maximum de ce qu'ils ont. Je relis, les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le top du top de toutes les choses, mais ils tirent le maximum de ce qu'ils ont. C'est un joli refrain. Après, il y a un chapitre sur le concept de démembrer ses dragons et de comment décomposer un problème, en fait, aussi. Le bullet journal, c'est une pratique, on l'a vu déjà dans le premier épisode, mais c'est une pratique qui te pousse à être spécifique, à vraiment clarifier les situations, les problèmes, à utiliser des mots spécifiques et à mettre des mots sur les choses. Parce que ce qu'on ne nomme pas, on ne voit pas. Et donc, si t'as pas l'habitude d'écrire, de refléter sur ta situation, ça devient très difficile de prendre des décisions qui peuvent t'avancer vers quelque chose de positif parce que tu prends pas le temps de les décrire. Et est-ce que tu prends aussi le temps de décrire la situation positive pour toi, tu vois, d'où l'importance vraiment d'écrire sur papier. Et il y a tout un passage où Ryder Carroll donne aussi des outils pour comment décomposer un problème. Tu vois, quand tu vis un problème dans ta vie, t'es pas 100% satisfait, il y a des choses qui vont pas, etc. Mais tu te sens coincé, tu sais pas par où commencer, t'as l'impression que ça a ni queue ni tête, le machin, tu sais que devant toi t'as une espèce d'énorme pelote de nœuds, mais tu sais absolument pas par où commencer, et t'as l'impression en plus d'être dans le noir, de même pas voir la pelote de nœuds. Et il prend cette histoire
l'histoire de Marduk et de Tiamat. Donc c'est une histoire biblique. Et donc j'ai pas étudié la Bible, mais je m'y intéresse en ce moment. Et donc dans la Genèse, tu as une des histoires bibliques qui sont l'histoire de Marduk et de Tiamat. Tiamat, c'était une sorte de démon, d'énorme dragon, une sorte de démon à tête de serpent qui représente le chaos dans la Bible. Et Tiamat, en tout cas Marduk, c'est un des champions des dieux. Et donc les dieux, en tout cas Dieu envoie Marduk combattre Tiamat pour le défier. Et il y a vraiment cette histoire assez métaphorique. Si je dis des conneries, faut pas m'en vouloir parce que j'ai pas étudié la Bible précisément, mais je sais qu'en tout cas il y a Marduk et Tiamat qui doivent se battre. Et Tiamat représente le chaos, Marduk représente l'ordre. Et en fait, Marduk arrive et donc il se bat contre Tiamat et il le démembre en fait. Vraiment il arrive à le vaincre et du fait de démembrer le dragon, donc tu vois il lui arrache les côtes, il lui arrache la tête, etc. Et il utilise ses membres pour créer de l'ordre. Donc je crois qu'il utilise ses côtes pour créer le ciel, il utilise ses pattes pour créer la terre, etc. À nouveau c'est pas super précis, c'est sans doute pas véridique tout ce que je dis là, mais l'idée est là. Il utilise les membres de son corps pour construire le nouvel ordre. Et donc au travers de cette histoire biblique, de cette narrative, il y a cette idée de comment que pour faire face à tes problèmes, tu dois apprendre à les décomposer et que c'est en décomposant tes problèmes que tu peux faire de l'ordre dans le monde. Et donc concrètement avec le bullet journal, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que quand tu as un problème, il faut que tu clarifies déjà la racine du problème. Donc tu as tel problème, tu écris quel est mon problème, tu vois. Donc je sais pas moi, j'ai tel problème. Ok, je vais te prendre un exemple que j'ai vécu récemment. J'ai beaucoup maigri, tu vois, j'ai beaucoup maigri. Donc voilà, j'ai beaucoup maigri. Ensuite, tu vas te demander, donc ça c'est la premise, la thèse, en tout cas la définition du problème. Ensuite, tu vas demander les 5 pourquoi. Ok, pourquoi j'ai beaucoup maigri ? Récemment, j'ai mangé beaucoup moins de viande. Ok, pourquoi ? Parce que je m'organisais pas aussi bien qu'avant, que depuis que on vit à deux, par exemple, on s'est pas aussi bien organisé pour faire les courses et du coup, il m'arrivait souvent de devoir manger comme ça un peu à la va-vite des repas qui sont pas caloriques et pas super protéinés. Ok, pourquoi ? Bon, là, je suis arrivé relativement à la cause. Une autre raison, pourquoi est-ce que j'ai maigri ? Je fais peut-être beaucoup plus d'exercices de cardio et moins d'exercices qui me permettent de prendre de la masse. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais vraiment réfléchi à comment est-ce que je pouvais prendre plus de masse. Etc., etc. Donc, tu vois, tu décomposes le problème et là, soudain, t'allumes la lumière en fait, c'est-à-dire que t'es plus dans le noir à essayer de démêler ta pelote de nœuds, soudain tu vois la pelote de nœuds, donc tu vois quels sont les problèmes. Et ensuite, une fois que tu vois tous les problèmes, tu vas te mettre à clarifier une liste de tes options. Ok, par rapport à ces problèmes, donc déjà, je suis pas autant organisé pour faire les courses et donc acheter mes protéines et donc préparer mes repas. Et mes entraînements, je fais pas des entraînements qui incitent à la prise de masse, mais plutôt qui incitent à brûler. Tu vas lister tes options. Quelles sont mes options ? Faire les courses tous les lundis, par exemple. Deuxième option, me faire un programme d'entraînement ou faire des recherches sur quels sont les types d'entraînement que je pourrais faire pour prendre plus de masse. Tu vois, tu listes tes options. Et ensuite, la troisième étape, c'est que tu vas choisir une option et définir un plan d'attaque. Donc, par exemple, le plan d'attaque, ce serait les lundis, je vais faire les courses. Le lundi soir, je fais mon meal prep pour toute la semaine, c'est-à-dire que je m'achète 1 kg de viande, je passe mon 1 kg de viande au broyeur, je me fais des steaks hachés pendant toute la semaine. Des steaks hachés qui sont faits à partir de viande de bœuf ultra saine, ultra bonne que j'ai acheté chez le boucher, etc. Et je me fais un programme d'entraînement le lundi, le mercredi et le vendredi. Je fais des entraînements de prise de masse où vraiment je soulève de la masse lourde et avec ça je prendrai du muscle. Et tu fais un plan d'attaque. Et tu vois comment tu passes du problème, du chaos à t'as démembré le dragon, c'est-à-dire t'as décomposé le problème. Tu fais ta liste de tes options et ensuite tu choisis une option et tu définis un plan d'attaque. Et à nouveau, à la fin de ton plan d'attaque, tu vas faire une review et tu vas te demander les petites questions, la méthode Kaizen, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer. Donc tu vois comment tous les éléments de ce podcast qu'on a vu viennent s'imbriquer en fait dans
dans typiquement cet exercice pour décomposer un problème. Étape numéro 1, tu clarifies la cause du problème. C'est quoi le pourquoi? C'est quoi la vraie cause racine du problème? Comme ça, je peux l'adresser. J'ai tel problème, pourquoi? Tu te demandes 5 fois pourquoi. Ensuite, tu fais une liste de tes options. Option 2, option 1, option 2, option 3. Ensuite, tu choisis une option et tu fais un plan d'attaque. Et on arrive à cette narrative de Marduk qui déglingue Tiamat et qui utilise les différents membres de son corps, qui utilise le chaos pour instaurer de l'ordre. J'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que je trouve que c'est super bien illustré au travers de cette narrative. On arrive à la fin de ce podcast, je vais m'arrêter ici pour la méthode bullet journal. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais je pense que c'est une introduction suffisamment compréhensive, ou en tout cas suffisamment dense pour t'inciter ou non à acheter le livre. Je te recommande vivement d'acheter le bouquin et à nouveau à l'appliquer en même temps. Je te mets un lien vers à nouveau mais vers la boutique Amazon pour acheter le livre en français. Passe par mon lien affilié, ça permettra de soutenir directement le podcast. Et puis bien sûr, s'il t'a plu, partage ce podcast à un ami, ou en tout cas pense à mettre une review sur Spotify ou Apple Podcast, ou à t'abonner sur YouTube. Moi, c'est juste ce qui me permet, si tu veux, de savoir que ça intéresse et ça me motive à construire des épisodes, à continuer, tout simplement parce que je fais ça en parallèle de mon travail, hein. Ça, c'est pas du tout mon plein temps, je fais ça entre guillemets comme un side project pour nourrir justement mon besoin et mon envie de partager. Donc voilà, pense à mettre une petite note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me permet de rester motivé et de te délivrer le meilleur contenu possible. Je te remercie pour ton attention et je te retrouve dans le prochain podcast sur je sais pas quel livre, mais on le saura très très vite. Je te souhaite une excellente continuation, journée, soirée, et je te dis à très vite. Ciao, ciao.